Il nous est impossible d'aller de l'avant dans nos activités sans rappeler l'arbitraire, voire l'horreur que la Kabylie a traversée depuis ces dernières années à ce jour. Au traumatisme des incendies qui ont ravagé cette région montagneuse s'ajoute le deuil, les arrestations, les prises d'otages et les manœuvres de diabolisation de toute une région qui était et qui reste la véritable locomotive des luttes pour la libération du pays, du combat démocratique et identitaire. Face aux brasiers qui ont ravagé villages, olivrés et zones boisées, faisant plusieurs dizaines de victimes, le pouvoir algérien n'a non seulement pas mis les moyens nécessaires pour les éteindre, mais comme à l'accoutumée, a fait dans la manipulation. À défaut d'ouvrir une enquête sincère et indépendante sur l'origine de ces incendies, il a attisé la colère d'une population déjà meurtrie en accusant à tort le mouvement souverainiste d'en être le responsable, le déclarant comme mouvement terroriste. La manœuvre orchestrée par les adeptes de la violence et exécutée par les éléments des officiers du régime militaire algérien a atteint son paroxysme lors de l'exécution en direct du jeune terroriste Djemal Besmerine dans un fourgon de la police algérienne. Cette tragédie était le principal objectif recherché par le pouvoir pour activer sa machine répressive afin d'encourager le discours anti-kabyle et d'étouffer la revendication de la majorité en Algérie. Des séquelles de l'isolement économique des couches les plus démunies a engendré une paupérisation de plus en plus insoutenable. Les arrestations arbitraires des dizaines de militants pacifistes et le soutien direct à la menace islamiste radicale mettent à jour le seul plan diabolique que réserve le pouvoir à la Kabylie. La répression féroce qui en est suivie a restreint, voire interdit toute liberté d'expression ou de rassemblement, éteignant toute voie de revendication. La société est muselée. Nous, diaspora, toujours attachés à la terre de nos ancêtres, devront aujourd'hui plus que jamais être les premiers à briser le mur de la peur et à porter haut les revendications de tous ceux qui luttent pacifiquement pour la liberté, la démocratie, la reconnaissance de notre culture et de notre identité amazigh. La pression exercée sur nous doit se transformer en un vent porteur de changement, d'un message d'espoir qui permettra au Nord-Africain de retrouver sa véritable identité. Nous reprenons nos activités le cœur lourd en ce triple anniversaire du printemps berbère 80, 81 et 2001, mais avec volonté et lucidité. Nous devons nous unir et ne pas baisser les bras pour faire aboutir notre combat. Nous exprimons notre soutien et notre entière solidarité à tous les détenus politiques et d'opinion, ainsi qu'à leurs familles, et dénonçons la politique du tout répressif des pouvoirs totalitaires nord-africains, notamment algériens et marocains, qui s'acharnent sur les Amazirs de Kabylie et du Rif. Nous rendons hommage à ceux et celles qui ont milité pour la cause amazigh et nous nous inclinons devant la mémoire des victimes du printemps noir et de toutes les militantes et militants qui nous ont suivis. 9 minutes. Donc je vais demander 1 minute de silence aux victimes du printemps noir et à tous les militants et militantes amazirs qui nous ont quittés à la Sénat. Merci. Karima Ouazzar va vous présenter notre invité. وين ما نعطلش نعطي
غنعدي صغارين الحما إردوسان سبثمور ناس حمد سعدي وماريني ثانية ستوستا إكبرين اليدين ديال غسا ثانية في الدسانة ديال غافي سكسيني شغلنا لاغنا غسا يسوف كسنينيا أنا يسوف أنا سنينيا الغاسين راه غطاس نسيرم نتا دويد يجالم نتا دويد يالان ثمغلينسن غارم زوينا دويد يالان ثمغلينسن غاروين يغارون أسا دي ثموت نرى أغورسن أطاس نسيرم بالفيريد غفلوفا إغي شعبن لا تغاد كتالي في ثموت أسا مسحن سعدي ماشي دوينا راد الملسان إويدي لندا لكن مثلا تسنم تصل لها في الجار وكل ساعة المكية أين يخدمني من النوع في مزياف ديني هامل أما في الدنيا لغادي تخصوص مثلانيين تكيني الناس دو l'Académie berbère أكل الجروب d'études berbère أما ذوين يقنن غريزة مول النوم نورنا أنا ذي ناس فلاسين غفلة فلسان لكن قبيش ناس غفوين يورا دم مولود ناخد معمر أما البسكاسيا الناس تقتلوا فا نمزولنا فيا رسمي تزورا تنمية أناس سعدية هي السيسادة جاوي غوالد بسنة المزروي الزغل مسارك الوسع أكد الزرام légitimité politique et instrumentalisation de l'histoire. أنا نسوت على الفيديو نغمس عن سيين من أثناء الجن ثقيلة ماذا سالم ولا سياسي وسالم الناس. أنا ما يبغون يصير يتصور يولين ما يبغون كيما ثانية صور. يتجمع سمية في الدين وشواردين الرجال ضرب 20 يوليل أسبوع سجين وغالس خدمنا أكلس خدمني نكراني الفورار أكلس خدمنا على نسخن كران البركة نضمنش لي نظام نمسن الرنسن سن نكراني كيف دكتور يولي فهد السير ذاني مجال أنا هو سورة يرسين سورة قلنا كسنا سورة ديران 20 يبريلكيم رانا قلنا دبارة كانوا ذوينا أخطر سكتة بزوروس اللي ولاش تيكليو اللي تيجي بزو بعدين يسداوي تيجي بزو راس أنا كتبدا 20 يبريل 80 السلطة تيدخل يسوي عبني تدخل تزداوي توكل تشفعنا راه وتشفعنا المسكن تسلنا برا خدمنا الجماع ديال لا ميزون دا كولتور الدولة عنايا الوالي خدمنا 20 يبريل البركة البركة هي يعني نفسي الاتجاه كنت نفكر الرياض كنت نسقط في الشغل كان هو جاهل نغلق الطاقية سبعة في شارع بساكين لكن شارع غطاس فرنسيس يسمى غطاس يظهر السيناريو ديالي هو فرنسيس أنا زين عندي سؤال هنا كيف درنا الدنيا لا ديال ما نقول ولا ما نستدل قرار سيدي كان ليس خاص يديروا فما لا هذه صغار شي كلاسيك وين Donc je vais commencer l'intervention et c'est une question sensible voilà. Qui porte sur la crise de l'histoire et sa manipulation. Le poids de la guerre des libérations en Algérie est grand et de ce fait-là, le pouvoir a cherché à se l'accaparer pour compenser un déficit de légitimité politique par une légitimité historique. Et pour que cette légitimité historique puisse exister, ne serait que dans les médias, il est forcé de manipuler l'histoire. On a parlé récemment, c'est une expression qui a donné lieu à une polémique quand on a parlé de rente mémorielle dans un contexte de fiction internationale. Mais en fait, cette expression a été déjà utilisée à l'intérieur même du pays, bien avant qu'elle soit reprise sur la scène internationale.
l'instrumentalisation de l'histoire n'est pas la caractéristique du pouvoir algérien, c'est malheureusement quelque chose de répandu de par le monde. Et le premier exemple qui vient à l'esprit, c'est pas forcément le premier chronologiquement, mais en fait le plus fort symboliquement, c'est l'assassinat d'Aban Ramadan en 1957, qui a été présenté dans le Moudjahid comme une mort au champ d'honneur. Aban Ramadan, qui a été assassiné par ses compagnons, ne pouvait pas assumer l'assassinat d'Aban Ramadan ni aux yeux des militants, ni aux yeux de l'opinion internationale. Ça aurait mis un terme à la guerre des libérations nationales. Donc, le Moudjahid l'a annoncé comme Aban Ramadan mort au champ d'honneur, alors que le Moudjahid était du vivant d'Aban Ramadan, dirigé précisément par Aban Ramadan. Donc, c'est vous dire la taille de la manipulation. Et l'entorse à la vérité est devenu un mode de gestion ordinaire de l'information. Alors, on nous dit, et ça se dit en ce moment, que les liquidations, les manipulations de l'histoire sont un fait courant par le monde. Effectivement, c'est pas une spécificité algérienne. Cela dit, ce phénomène-là ne doit pas être banalisé et ne doit pas être justifié. Ça doit être vécu pour ce qu'il est, un crime au niveau de ces manipulations. Il est inutile de rappeler le mot de George Orwell que tout le monde a en mémoire pour illustrer cette situation. Alors, le mouvement de libération algérienne présente une spécificité du mouvement national, c'est qu'il n'a pas réglé la question nationale. Alors qu'il a eu un écho considérable, il a été exemplaire à bien des égards. Nelson Mandela a été marqué par le mouvement de libération nationale algérienne, et les personnalités qu'on n'a pas normalement, en particulier, à marquer ses consciences, et parfois au point de les amener à s'impliquer directement dans la lutte. C'est le cas de quelqu'un comme Frantz Fanon. C'est par l'intermédiaire d'Aban Ramadan qu'il a rejoint l'UNHCR. Et cette carence au niveau de la gestion de la question nationale pèse aujourd'hui encore sur le devenir de l'Algérie. Et je peux dire que c'est ça qui a fait qu'aucun l'espérance qui a été incarnée par le soulèvement de 1954 n'a jamais connu le moindre essor, la moindre concrétisation dans l'Algérie indépendante. La dérive arabo-islamique sur la question nationale a été la cause directe de la plus grande catastrophe que le pays a connue et qui a failli l'emporter dans les années 90. C'est donc sur cette thématique que je vais illustrer le sujet retenu pour cette intervention. Alors je le ferai en m'attardant sur deux points. Le premier, c'est le lancement de l'intégration de la majorité dans le mouvement national à compter de 1945 et qui a abouti à la crise de 1949, crise dont la lecture continue au jour d'aujourd'hui à constituer un enjeu et un sujet de débat. Par ailleurs, la crise a connu un prolongement dans les années qui ont suivi, sous une forme que les historiens n'ont pas intégrée dans le contexte politique. C'est, et je vais en parler, vous verrez, vous allez juger par vous-même, c'est le débat qui a entouré la parution du roman de Mouloud Maamri, La colline oubliée, en 1952. À mon avis, c'est le seul moment où il y a eu un débat d'un certain niveau autour de l'identité nationale. Même si ce débat a été contrarié, a été manipulé lui aussi, mais quand même, il y a eu un débat d'une certaine tenue et on n'a pas connu d'autres exemples. Alors, je vais parler de la crise de 49
et d'une autre publication qui est très importante, qui est la première tentative de la définition de la nation algérienne, en intégrant les données anthropologiques de l'Algérie, c'est-à-dire fondées sur la réalité sociale du peuple algérien. C'est la fameuse brochure d'Idil Louatani. Mais cette brochure, en fait, n'a pas pesé, parce que dès qu'elle a été publiée, la répression s'est abattue sur ses auteurs et on a bloqué sa diffusion. Elle n'a pas pu être diffusée à l'époque. Il a fallu des années après pour que l'on parle une première fois dans la revue Tafsous, en 1984. Il y a eu un compte-rendu de cette revue de 4 pages. La revue Tafsous était une revue tirée à la Ronéo, donc on ne pouvait pas reproduire la totalité de cette brochure qui était un volume conséquent, ça faisait une cinquantaine de pages. Mais donc un compte-rendu en a été donné dans la revue Tafsous en 1984, d'ailleurs compte-rendu qu'on nie aujourd'hui, en même temps qu'un des principaux rédacteurs de cette brochure a été invité à l'université de Tizi Ouzou pour faire une conférence sur ce thème-là. Il s'agit de l'avocat du FLN de l'époque et qui a été ensuite, qui a occupé par la suite des postes de responsabilité importants jusqu'à être intégré dans le GPRA, c'est Mbrouk Belhoussi, à qui on a cassé les dents à l'époque à cause de cette brochure qui a été signée par Idil Louatani, qui est en fait un pseudonyme. Alors, Idil Louatani regroupe 3 rédacteurs. Le premier d'entre eux, c'est Mbrouk Belhoussi, suivi d'un autre étudiant en droit qui faisait partie de la commission de presse ou commission de propagande, qui était désigné comme ça, qui a travaillé beaucoup avec Ben Youssouf Belkhadda autour de Bessad. Il s'agit d'Yahya Hanni. On a été ensuite rejoint par un 3e élément qui était étudiant à l'époque, qui est Sadr Hajaros, qui sera le futur secrétaire général du Parti communiste algérien. Mais tout ce travail-là a été conduit sous la direction d'un Maroud Hamouda qui était dirigeant du PPA, et Maroud Hamouda a demandé à ce groupe de jeunes de rédiger ce travail parce que Msali venait de déposer à l'ONU un mémorandum où il faisait démarrer l'histoire de l'Algérie à partir de l'invasion arabe au 7e siècle. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai ce que je dis là, il y a eu une évocation très rapide de tout ce qui précédait l'ère musulmane. Tout de suite, c'est l'arrivée de l'islam qui était libérateur, etc. La réalité est un peu plus nuancée. Donc, ça a amené ces jeunes à rédiger cette brochure, et je vais m'y attarder, qui est à mon avis vraiment l'exemple unique au sein du PPA d'une définition lucide, de très haute facture, de la nation algérienne, et qui ne soit pas une définition dogmatique. Cette définition s'est faite au moment aussi où parallèlement il y avait un travail où Ali Benaï, dans le district de Kabylie, essayait de sensibiliser les militants autour de cette question qui n'avait pas du tout été posée auparavant. L'étoile nord-africaine, en fait, n'a absolument pas réfléchi à cette question. L'étoile nord-africaine, le programme, c'était des points, l'indépendance nationale, c'était important. De ce point de vue-là, le premier programme, entre guillemets, de l'étoile nord-africaine ressemble beaucoup à l'appel du 1er novembre 54. Ce qui était important dans le 1er novembre 54, c'est la rupture avec la démarche réformiste et le choix de la lutte armée pour la libération du pays. Eh bien, l'étoile nord-africaine, c'était aussi une démarche assez radicale parce qu'on demandait l'indépendance nationale. Donc, ce qui était assez radical pour les démarches, évidemment. Mais on ne s'est pas vraiment interrogé sur la nature de la nation algérienne, des populations qui avaient. Il y avait une forte composante européenne à l'époque,
il y avait au niveau culturel une pluralité amazigh, arabe, et c'est cette brochure-là, donc l'île El Watan, qui va prendre en compte. Parmi ces... dans la démarche, donc, ces jeunes-là étaient très fortement marqués par l'idéologie de gauche, voire même marxiste, de l'époque. Hein. Toutefois, ils ne sont pas prisonniers du marxisme, mais en particulier, ils se démarqueront très fortement de l'approche communiste qui contestait l'existence de la nation algérienne à l'époque. Et c'est ce que fera Maurice Thorez dans son discours qu'il fera à Alger dans ces années, quelques temps auparavant, en disant que la nation algérienne était une nation en construction, donc ce n'était pas une nation achevée, et qu'il y avait des Kabyles, des Juifs, des Arabes, des Maltais, des gens on parlait même de la communauté de Bab el-Oued, etc. Quelque chose de tellement éclaté qu'il n'y avait aucune cohésion sociale en fait. Et la théorie du Parti communiste, c'était qu'il fallait d'abord faire la révolution sociale et que c'est ça qui allait régler les problèmes de l'Algérie, que tous les autres seraient résolus une fois que la révolution sociale aurait été conduite à son terme, que le problème national, en définitive, était secondaire. Alors ces jeunes, bien que marqués par la formation marxiste, ne tomberont pas dans ce piège et se démarqueront très fortement de la ligne des communistes. Alors, il faut savoir à l'époque que c'était la première fois donc qu'on parlait de nation. L'idée même de nation est en fait récente, hein, c'est à partir du XVIIIe siècle que le concept de nation commencera à émerger, et l'organisation mondiale en nation, en fait, prendra son essence, sera véritablement consacrée au début du XXe siècle, avec le traité de Versailles et l'apparition de la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU. Auparavant, on ne parlait pas même le vocabulaire international, etc. C'est des mots relativement récents dans la langue française, par exemple. Alors à cette époque-là, donc il y avait ce concept de nation qui émergeait au niveau mondial, qui se propageait à travers le monde. Il y avait le mouvement de décolonisation également, qui émergeait aussi au début du XXe siècle, et l'étoile nord-africaine qui est née dans ce sillage-là en 1926 en porte témoignage. Et il faut savoir que l'étoile nord-africaine est née sous la houlette, il faut le dire, du Parti communiste français, et elle a été lancée par essentiellement un groupe d'ouvriers kabyles qui étaient tous syndicalisés au niveau de la CGT et très souvent membres du Parti communiste français. Alors les gens qui disent que Msali Hadj a fondé l'étoile nord-africaine, c'est absolument faux. Ça, il faut rappeler un certain nombre de dates, et notamment que Msali Hadj était à Tlemcen en 1900. Alors qu'en 1921 déjà, une délégation de ce groupe-là se trouvait à Moscou dans la réunion anti-impérialiste. Il s'agit de Hadj Abdel Khator et de Sijilani qui se retrouvent dans la même étoile nord-africaine. Donc l'idée était partie, et le choix de Msali Hadj, on le connaît, c'est parce que, à cause de la nature, la composante fortement régionale kabyle, on avait besoin de donner une image plus large, parce que, disaient certains militants de l'étoile nord-africaine, ils ne voulaient pas connaître l'isolement qu'avait connu Abdelkrim. Abdelkrim qui a mené une résistance héroïque et qui a connu des succès militaires extraordinaires dès 1921, a vu son mouvement cantonné au Rif parce que le roi, au Maroc, n'a jamais voulu se rallier au motif que c'était un mouvement berbère du Rif. Hein. Et le premier État, d'ailleurs, première proclamation d'un État qui n'a pas pu réussir, mais comme Abdelkrim a proclamé une république au départ, ce qu'on a appelé la République du Rif, qui a d'ailleurs beaucoup marqué, chez nous on oublie un peu l'Afrique du Nord, mais ça a marqué les plus grands révolutionnaires du mouvement de décolonisation. Ho Chi Minh y fera référence, Mao Tse-tung y fera référence, etc. Donc ça a eu un écho très important sur la scène internationale. Donc cette expérience-là a eu un impact négatif sur, a fait
craindre un isolement recroquevillé sur la Kabylie. Moi, ce que m'a dit Yahni, un des rédacteurs de cette fameuse brochure d'Elie El-Ouattani dont je vais parler tout de suite, c'est qu'il le tient de Sid Gilani, qui est un des fondateurs de l'Étoile nord-africaine. Inès, nous voulions, pourquoi vous avez mis le Salih à la tête, Inès, nous étions sur, je crois qu'il était 21, Inès, nous étions 17, pas seulement Kabyle, mais quasiment de la haute Kabylie. 17 membres sur 21. Et donc, Inès, or, nous ne voulions pas seulement libérer l'Algérie, mais toute l'Afrique du Nord. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fait appel à Msali pour diriger. Cela dit, Msali ne sera pas non plus le premier président, c'est fou, il sera le troisième. C'est le troisième président que Msali se retrouvera à la tête de l'Étoile nord-africaine. Il y a Hadj Abdelkader, un premier que j'ai oublié. Bon, j'ai oublié le nom, mais il est facile à retrouver. Donc, les gens qui font dans les raccourcis historiques présentent Msali comme créateur et premier président de l'Étoile nord-africaine. C'est factuellement faux. Voilà. Alors j'en viens maintenant au travail de ces jeunes autour de... c'est dans ce contexte-là donc qu'ils travaillent à la définition de l'Étoile nord-africaine, et contexte qui sera marqué aussi par l'émergence de la Nahda au Moyen-Orient, et qui aura ses relais en Afrique du Nord à travers le mouvement des Ulama d'Algérie. D'ailleurs, l'association qui se présente comme un relais, c'est l'association des Ulama d'Algérie. C'est-à-dire qu'ils dépendaient de la Nahda du Moyen-Orient, et la paternité, le lien avec Mohamed Abdou, qui était un des fondateurs de la Nahda, est assumé par Ben Badis. Mohamed Abdou a été, égyptien, a été un des maîtres de Ben Badis, qui est revenu en Algérie pour lancer officiellement, en 1931, l'association des Ulama. Bon, je ne vais pas parler des Ulama, ce n'est pas le sujet, mais c'est simplement pour situer le contexte dans lequel le travail de ces jeunes va se faire. Et les Ulama, en fait, avaient une approche qui n'était pas tellement nationaliste. C'était la Oumma islamique. D'ailleurs, dans le roman La colline oubliée, Mamri il fait allusion, il en parle comme ça, en disant, en parlant des différents courants politiques qui traversaient le pays. Il a parlé des internationalistes, des communistes, etc. Puis il y avait ceux qui hantaient le souvenir de l'ancienne grandeur de l'islam et qui rêvaient d'y revenir en employant des moyens nouveaux. C'est dans le roman La colline oubliée, qui n'est absolument pas un roman à thèse par ailleurs. Mais voilà, c'est pour vous dire ça, c'est un témoignage, donc un texte, une citation tirée du roman La colline oubliée qui est apparu en 1952. Et pour asseoir l'arabo-islamisme sur une légitimité autochtone indiscutable en Algérie, les Ulama devaient éradiquer toute trace de l'amazérité. Parce que l'argument des Ulama, c'est qu'on oppose à la domination coloniale, qui est le fait d'un peuple étranger avec une religion qui est le christianisme et qui a une langue qui vient de l'extérieur, un peuple arabe autochtone qui a sa langue l'arabe et sa religion l'islam. Donc la mazérité, c'est une fausse note dans ce schéma-là. Donc il n'y avait pas de place. Donc il fallait absolument l'éradiquer. Et comment l'éradiquer? On présentera systématiquement dans toute la littérature des Ulama la mazérité comme étant un instrument de domination du colonialisme. Il y a plein de textes écrits dans la littérature des Ulama. Et Abdelhamid Ben Badis lui-même, qui est d'origine kabyle, soit dit en passant, dans une de ses interventions à un congrès des Ulama de 1936, où il y avait un des membres des Ulama qui a parlé juste avant lui, il a parlé en kabyle. Il est intéressant pour restituer cet esprit de suspicion à l'égard de tout ce qui est amazir, de rappeler l'intervention de Ben Badis. Il a dit voilà, le chef qui vient de parler à l'instant vient de parler en kabyle, donc je vais vous résumer ce qu'il a dit. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, de traduire l'intégralité de son intervention, ce qui veut dire qu'il comprenait le kabyle, évidemment, mais il l'a résumé comment, dans une formule qui avait Flores par la suite,
et que moi, on me l'a raconté même dans sa version kabyle, en parlant des Kabyles, des Berbères et des arabophones, alors c'est intéressant, donc ce que la main de Dieu unie ne peut pas être divisée par le colonialisme. Il est intéressant comment, dans cette formule qui se veut économique, on parle, on évoque donc l'identité amazigh, en l'occurrence kabyle, mais tout de suite, l'islam est collé malgré tout dans cette évocation. Et ça sera systématique alors de manière beaucoup plus agressive que la formule qu'a utilisée Ben Badis. Mais aucune existence intrinsèque n'est tolérée pour la majorité. Et il en sera de même quand Sahli, alors on me reproche beaucoup de me tromper sur le compte de Sahli, mais je suis prêt à en parler en détail dans le débat. Moi j'ai lu ce qu'a écrit Sahli, je parle en me fondant sur ses productions écrites, elles sont nombreuses. Sahli qui publie le message de Yugurta, noté dans la forme arabisée du nom Yugurzen, Sahli sera attaqué comme un berbériste par ses ulama, alors que dans le livre de Sahli, il n'y a rien de berbériste. Il présente Uqba comme étant l'héritier politique de Yugurta, ce qui est quand même assez fort, et il présentera donc cette invasion arabe dont les chroniqueurs arabes en parlent très clairement. On a vendu des femmes sur les marchés d'Orient, Uqba l'a fait, etc. Et Sahli parle de libérateur. Donc je ne vois pas ce qu'il y a de berbériste là-dedans. On peut revenir de manière plus précise, mais quand même il sera attaqué parce que pour les ulama, c'est des noms tabous. Je ne vais pas parler de Kaina, de Yugurta, cela ne doit pas exister. Il ne faut pas qu'il se soit évoqué. Voilà. Donc voilà un peu le contexte dans lequel ces jeunes vont être amenés à la définition moderne au sens de nation, au sens du concept vraiment, au sens où il commençait à s'imposer un peu partout, de l'Algérie. Et c'est le seul travail que je connais en tout cas mené au sein du PPA. Alors, il situe, d'abord, il se démarque de la théorie du Parti communiste français. Je cite, ça c'est une citation donc, de la brochure d'Ili Ouattani, notre action trouve tout naturellement sa base dans l'antagonisme irréductible entre la nation algérienne et le colonialisme français. Donc ce n'est pas une affaire de classe sociale, hein. C'est une affaire d'identité nationale qui est posée dès le départ. Et par ailleurs, donc, ils affirment aussi, je continue la citation, l'oppression du peuple algérien dépasse en horreur la conception capitaliste de l'exploitation d'une classe par une autre, l'Algérien exploité à titre de prolétaire et encore et surtout à titre d'indigène. Il n'y a pas en Algérie, face l'un de l'autre, un prolétariat et un capitalisme au sens où on les entend dans nombre de pays souverains, mais une nation opprimée contre l'impérialisme oppresseur. Donc vraiment le cadre est fixé. Ça, il faut se remettre encore dans l'époque à cause de la littérature que voulait, de la conception que voulait imposer le Parti communiste qui s'opposait à la démarche nationaliste. Alors, ces jeunes donc entreprennent de définir, et c'était une première tentative de la nation algérienne, et ils cherchent à définir les critères qui constituent une nation pour voir si, dans la réalité algérienne, on pouvait parler de nation. Alors ces critères, ils en retiennent 4. C'est le territoire, communauté de territoire, je les cite, l'économie, le caractère national qui se traduit dans le mode de vie, la mentalité, la culture. C'est des citations que j'ai faites, pas des commentaires. Et le quatrième point, c'est le culte d'un même passé et le souci d'un même avenir. Là, évidemment, tout le monde reconnaît la conception, la célèbre définition qu'a donnée Renan dans La Nation, c'est ce qu'on appelle le vivre ensemble, la volonté de vivre ensemble et puis avoir aussi un passé commun. Donc voilà, c'est les 4 points. Mais eux, je pense que
c'est un peu un complexe du colonisé. Il ne se réfère pas à Renan, il cite un théoricien italien, Mazzini, pour dire on n'a rien à voir avec la France. Quoi. Voilà, alors que quand même, Renan est quelqu'un qui compte, on ne peut pas parler de nation sans parler de d'accord. Bon, alors, on me dit déjà que j'ai pris du retard, donc j'accélère. J'accélère, donc j'avance. Et donc, parmi ces critères, le texte dit clairement que l'unicité de la langue n'est pas une nécessité. C'est utile, ça peut renforcer la cohésion nationale, mais il y a des tas de nations, ils donnent des exemples qui sont pluriculturels, et c'est, disent-ils, la réalité de l'Algérie. Et je cite la brochure, l'Algérien arabophone ou berbérophone parle aujourd'hui sa langue maternelle avec fierté et éprouve moins le désir de s'exprimer autrement, en français par exemple. Donc ils disent clairement qu'il y a deux langues en Algérie et qu'il faut les prendre en charge les deux. Pour eux, la race n'a rien à voir avec la définition de la nation. Ils le disent explicitement, même s'ils disent par ailleurs notre peuple est issu dans sa quasi-totalité de la vieille souche ethnique nord-africaine et il porte en lui le résultat d'une longue évolution séculaire et toutes les manifestations de la vie expriment aujourd'hui le génie propre de cette nation. Le mode de vie porte la trace de cette évolution. Faut-il citer, alors voilà, le port du Burnouz qu'on retrouve chez nous, chez nos ancêtres nord-africains, et bien également le plat national, le couscous, nous disent-ils, la forme carrée de nos minarets que l'on ne trouve nulle part ailleurs, disent-ils. Et le récit national est incarné par la longue liste de héros qui ont conduit la résistance, et il remonte jusqu'à Massinissa, Yurorta, il reprend aussi la forme arabisée de son nom, Takfalinas, je cite tous les noms qui ont été évoqués, la Kaïna, donc voilà, la Kaïna quand même, on sait contre qui elle a résisté, Tariq, Abdelkader, Ladaford Mansoumer, Moukrani, Shirahader, Bouamama et tant d'autres. Alors ils disent après, encore une fois je le dis, c'est écrit noir sur blanc, la race et la religion ne sont d'aucun intérêt dans ce domaine. Être citoyen d'un pays, c'est être dans ce pays. Alors, c'est intéressant la définition de la citoyenneté qu'il donne, c'est vraiment une citoyenneté au sens très moderne. Être citoyen d'un pays, c'est être dans ce pays un homme libre, égal aux autres, c'est y être gouverné, un gouverné qui choisit ses gouvernements. C'est y voir sa personne respectée, ses droits garantis, y bénéficier de tous les avantages que l'État garantit à tous, et en contrepartie, s'y acquitter de tous ses devoirs. Donc c'est vraiment la définition que l'on donnerait aujourd'hui du concept de citoyen. Mais abattre le colonialisme est une tâche incontournable pour arriver à cette nation libérée. Et là aussi, je vais très vite, c'est dommage parce que le détail vaut le coup, mais il rompt là aussi avec la stratégie réformatrice de l'UDMA, des Ulama, etc. Ils disent en particulier que le colonialisme n'est pas un état social que l'on peut réformer, il faut carrément l'éradiquer. Le colonialisme, ça n'est pas quelque chose de... Voilà, on ne peut pas améliorer le colonialisme, c'est impossible et absurde, disent-ils. Ce qu'il faut faire, c'est un changement total, la destruction du colonialisme lui-même, son anéantissement, en un mot, la libération totale de la nation algérienne. Donc il se situe clairement aux antipodes des Ulama et de la démarche de l'UDMA. Alors, ils inscrivent la nation algérienne dans un contexte nord-africain de manière très claire. Il y a une géographie commune, un passé commun. L'histoire nous a laissé trace de cette vaste patrie de Massinissa et d'Ibn Toumert, des frontières de séparation plus factices que réelles, écrivent-ils, et que l'un des premiers mouvements nationaux en Afrique du Nord ait été un mouvement nord-africain, c'est là plus qu'un symbole, l'expression d'une profonde réalité. L'indépendance nationale ne peut être que l'indépendance de toute l'Afrique du Nord, et qu'une seule et même action invincible, parce qu'une aboutira à la libération, à la prospérité, à la grandeur et à la défense du patrimoine nord-africain. Alors, ce texte qui reste
c'est une petite brochure d'une 50aine de pages, n'a absolument pas d'équivalent dans toute la littérature du PPA. Et vous voyez que ce qui fait peur, alors que les Roulamas et tous ceux qui sont opposés à la mazérité disent que la mazérité c'est un instrument de division coloniale, on voit bien que ces militants-là ne s'inscrivent absolument pas dans une logique coloniale. Et que c'est précisément ça qui leur a fait peur, qui a fait peur à la direction du PPA, parce qu'ils inscrivent la mazérité dans une démarche révolutionnaire de libération de l'Algérie, et donc dans l'avenir de l'Algérie. Et ça, c'est insupportable pour les Roulamas. Voilà le problème. C'est pas tellement que ces gens-là étaient manipulés par le colonialisme. C'est leur indépendance et leur opposition au colonialisme qui leur a fait peur. Parce que ce combat-là allait donner droit, dans l'Algérie indépendante, à un statut, à cette langue amazigh, à cette culture amazigh, qui est la première, en fait. Ils le disent très clairement. Voilà. Alors, je passe donc sur cette brochure, et je passe maintenant à la critique de la colline oubliée. Alors, la colline oubliée, a priori, c'est un roman, ça n'est même pas un roman à thèse, hein, c'est pas un roman qui se fixe à un objet politique qui veut démontrer quoi que ce soit. C'est un roman où disons, la première caractéristique est d'être un récit marqué par la poésie. Donc c'est pas vraiment de la politique. Mais son écriture, la langue a fait qu'il a rencontré un succès absolument inattendu. C'était le premier roman d'un écrivain totalement inconnu. Et il a rencontré un succès à la fois en France, les plus grands journaux littéraires en ont rendu compte, le Figaro littéraire, Le Monde par exemple, qui le place avec d'autres romans, dont il salue la qualité. Et en Algérie même, la presse communiste, on a dit beaucoup de bien. Et la presse communiste a publié une critique très favorable à la colline oubliée sur la manchette vers la création du roman algérien. Donc ils ont vu, à travers la colline oubliée, le premier roman algérien en fait. Et c'est ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les études de littérature d'expression française retiennent. On retient la colline oubliée et la grande maison de Mohamed Dib comme étant les premiers romans algériens. Alors, il y a d'autres romans en fait qui ont été publiés, mais qui n'ont pas marqué, qui n'ont pas eu cet impact, parce que la réception, comme le fait remarquer le professeur Robert Escarpite, fait partie de l'œuvre elle-même. Par exemple, Taoussa Amrouche a publié La Rue des Tambourins en 1947, mais c'est passé complètement inaperçu. Mounir Ferraoul a publié Les Fils du Pauvre en 1949 déjà, mais Kif Kif, il n'a pas eu d'impact. Ce n'est qu'une fois que le Seuil le reprendra qu'il aura un impact en tant que roman. Une fois que le Seuil publiera Le Fils du Pauvre, mais c'est après donc la publication de... Et il y a d'autres textes aussi, hein. Il y a d'autres romans qui ne sont pas ceux de Ferraoul et de Saint-Charles, qui sont même plus anciens, dans les années 20, 30, etc. Mais ça n'a pas eu d'impact, ça n'a pas vraiment marqué l'histoire de la littérature. Par contre, La colline oubliée a eu plus de succès que Mohamed Dib. Mohamed Dib, qui était communiste, même la presse communiste dit que c'est un roman un peu marqué par des procédés. Il n'y a pas la qualité de La colline oubliée. Même la presse communiste donne le primat sur le plan strictement littéraire à La colline oubliée. Et ça, c'était insupportable pour les Aoulamas. Absolument insupportable, parce qu'on venait de vivre la crise de 49, donc on pensait cette question amazigh réglée, et voilà ce roman qui n'est absolument pas, qui ne se donne pas un objectif politique, qui, de par sa nature même, se révèle être le chant d'une patrie qui est complètement liée par le modèle des Aoulamas. Et ça n'était pas acceptable. Et donc, le jeune musulman qui entreprend une campagne contre ce roman. Alors, dans les études de littérature de l'université algérienne, en général, on parle de cette campagne comme étant la réception nationaliste du roman La colline oubliée. Moi, je ne partage pas ce point de vue-là, parce qu'il y a d'autres nationalistes qui ont écrit sur La colline oubliée, et
qui ont été élogieux, et même parfois proches des ulama, comme Mahfouz Qatesh, qui dirigeait la revue des scouts musulmans. Et puis, je viens de citer les écrits de liberté du quotidien d'ailleurs, qui s'appelait Je viens de disparaître. C'est le quotidien communiste qui a salué, donc qui a vu dans La colline oubliée le premier roman algérien. Et d'autres également qui n'ont rien à voir avec le colonialisme. Le journal Le Monde n'est pas particulièrement colonialiste. Il y a un anarchiste qui est un ami de Léon Ferré dans la revue Art qui a fait un compte-rendu très favorable à la communauté et beaucoup d'autres. Mais ça, donc c'était insupportable. Alors le Jeune Musulman, qu'est-ce que c'est? Le Jeune Musulman, donc c'est une revue des ulama qui a été fondée par Ahmed Talib Ibrahimi, qui est le fils de Cheikh Ibrahimi, qui était le président des ulama. Et le premier numéro qui paraît le 6 juin 1952, donc la même année qui paraît La colline oubliée, c'est en septembre, La colline oubliée paraîtra en septembre 1952. On peut lire un éditorial de Toufiq al-Madani qui deviendra plus tard ministre des Habous Boumna, mais qui à l'époque était secrétaire général de l'association des ulama, l'éditorial suivant. Nous pouvons affirmer avec fierté et certitude que le colonialisme échouera dans ses tentatives criminelles. La partie de nos glorieux ancêtres gardera à tout jamais son unité sous l'égide spirituelle de l'islam et dans le cadre de la culture arabe universelle. Et avant de conclure en affirmant que l'unité nationale ne pourra, je cite toujours Madani, être régénérée qu'à la lumière de l'islam au moyen de la langue éternelle du Coran, fin de citation, il met en garde contre, alors je cite de nouveau Madani, une idée fabriquée de toutes pièces par le colonialisme et malheureusement entretenue avec soin par quelques personnes qui, de bonne ou de mauvaise foi, se trouvent être les meilleurs déchireurs de notre patrie. Je veux parler du pseudo-mouvement dit berbériste. Donc vous voyez, ce que je disais tout à l'heure, c'est systématiquement coller le mot berbère à la division au manœuvre de division du colonialisme. Ça n'a aucune autre existence pour les ulama. Et cette ligne-là, donc Jeune Musulman, c'est un autre Kabyle qui est ancien secrétaire général du Parti communiste algérien, qui se reconvertira à l'idéologie helléniste, en tout cas sur le plan culturel, qui s'appelle Amos Gan, qui s'en fait le héros. Et dans ce premier numéro, Amos Gan publie un article avec le titre « Doctrine réactionnaire, le berbérisme », avec le sous-titre « Doctrine réactionnaire de division impérialiste ». Donc vous voyez le point de vue, l'approche de la majorité par ce courant. Et Amos Gan, qui se veut toujours édifiant dès les titres, dit « Pourquoi le Djurdjura, la montagne de fer interdite à Jupiter ?» Il fait allusion aux Romains, évidemment, on appelait Monsferatus, la montagne de fer à l'époque romaine, le Djurdjura. Mais pourquoi la montagne de fer interdite à Jupiter, c'est-à-dire Rome, accueille le message de Mohammed? Là, il y a la propagande iranienne qui voudrait que les Arabes ont été accueillis à bras ouverts et qu'il n'y a pas eu de bataille avec ça. Donc la Caïna, on ne sait pas très bien qui s'est battu. Voilà le point de vue des ulama. Alors, pour comprendre le propos que je viens de dire ce que cette revue, et les auteurs même, ce n'est pas une affaire de simple critique littéraire, il y a Ahmed Talib lui-même qui manipule, qui orchestre cette campagne. Je vais aller traiter, il y a Amos Gan dont je viens de parler, et il est suivi par Mohamed Chérif Sahli qui attaque de manière virulente le roman. Alors Mohamed Chérif Sahli, c'est quelqu'un de très talentueux. C'est un licencié de littérature française qui a obtenu sa licence en 1930 à la Sorbonne. Et quand il avait passé son bac, j'ai eu un peu ses notes, au lycée Bugeaud, il a eu 18 en philosophie. Donc c'est pas un idiot. Il avait aussi un diplôme d'études supérieures en philosophie. Et Mohamed Chérif Sahli, qui connaissait personnellement Mouloud Nami d'ailleurs, soit en passant, écrit un article absolument incroyable contre la colline oubliée. Il y a, après Mohamed Chérif Sahli, il sera suivi d'un autre, qui est aussi d'un autre texte, qui est alors plus ample,
c'est Moustapha Nashraf. Qui est Moustapha Nashraf? C'est militant du PPA, tout comme Sahli d'ailleurs, militant du PPA, et qui était lui-même, plus tard, il se définissait avec un peu d'humour comme l'intellectuel organique du PPA. Il acceptait cette étiquette-là. Effectivement, il était conseiller de Msali et c'est lui qui écrivait les interventions des députés algériens dans les années 40 à l'Assemblée nationale française. Et par la suite, c'est lui qui rédigera aussi, participera à la rédaction du programme de Tripoli, et c'est lui qui le lira aux congressistes à Tripoli en 1962. Et il sera aussi rédacteur de la charte nationale, donc c'est vraiment un insubmersible. Il accompagnera un appareil chic, etc. Mais là aussi, c'est quelqu'un de très bon niveau intellectuel, agrégé d'arabe, collaborateur dans la revue des temps modernes avec Jean-Paul Sartre, etc. Et comme Sahli d'ailleurs. Donc ça n'est pas, Bon, je vais continuer 10 minutes. C'est à cause de l'assistance si elle est fatiguée. Ah, d'accord, je ne sais pas si... On est très bien. Pas fatigué, non? Donc voilà, ce sont ces trois-là qui attaquent la communauté dans le jeune musulman. Et par parenthèse, parmi les critiques que recevra le jeune musulman, il y aura la communauté, il y aura beaucoup de critiques littéraires naturellement. Je crois qu'il doit y avoir 30 ou 40 articles. Et après, beaucoup de thèses qui ont été faites sur ce sujet-là. Mais parmi ces critiques, il y aura 4 ministres, dont un qui sera ministre de l'Éducation nationale de Nasser, qui est à Hussein. On en parlera très rapidement tout à l'heure. Il y aura donc l'Ashraf qui sera ministre, Ahmed Taleb qui sera ministre, Amrouz Gan qui sera ministre. Il y a Smaïl Mahmoud, 4 ministres algériens qui critiquent la colonie. Donc il y a une dimension politique très forte de par le profil même des gens qui ont écrit ces critiques. Alors, donc je passe rapidement sur les profils de ces critiques. J'en ai déjà parlé un petit peu. Je vais parler du contenu des articles. Et puis je m'arrêterai là. J'aurais aimé parler un peu de plateforme d'Assouma, parce que ce qu'il y a dans l'idée de Ouattani, on le retrouve en partie dans la Souma. Parce que même si la plateforme d'idée de Ouattani n'a pas connu de diffusion, parce qu'elle a été réprimée et complètement détruite, pendant, on voit quand même l'état d'esprit était partagé pas seulement par les 3 rédacteurs, et on retrouve beaucoup de choses dans la plateforme de la Souma, dans le premier congrès du FLN donc de 1956. Alors la thématique des articles, en fait, il y a une espèce de paradoxe. Tout le monde partage au niveau du PPA, tout le monde, à part ces contestataires qui ont été marginalisés en 1949, les autres partagent la conception aolémiste. Parce que les gens qui ont été écrits dans le journal des Aoulémas ne sont pas des aoulémistes. Macharaf n'est pas un aoulémiste, Sahli non plus, Amrouz Gan non plus. Mais sur le plan culturel, ils partagent le point de vue des Aoulémas. Et c'est la même chose pour Hussein Hadj, qui se trouvera confronté aux ulama, notamment quand il parlera avec Messaoui Rabah en 1936 au stade de Ruisseau, pour la première fois dans un meeting, certaines fois on parlera de l'indépendance algérienne. Il y avait Ben Badis à la tribune, il y avait Taïb El Oukbir, et c'est Taïb El Oukbir qui, à la sorte de la formule, se dressera pour les combattre, pour dire on ne peut pas parler d'indépendance pour un peuple qui n'est pas mûr, pas apte à voler de ses propres ailes. Il utilisera cette formule que vous pouvez lire dans le Bassaïr, pour ceux qui lisent l'arabe, dans le Bassaïr de 1936, et je le traduis. La formule telle qu'elle m'a été rapportée par un vieux militant qui a assisté à ce meeting, comment un pigeon qui n'a pas d'aile
peut-il prendre son envol vers les cieux? Alors, le pigeon qui n'a pas d'aile, c'est le peuple algérien, donc il ne peut pas prétendre à l'indépendance. Hein. C'était pour répondre. Et dans le Bassailleur, c'est expliqué. Cette formule, vous la retrouvez dans le Bassailleur, et elle est transcrite dans le Bassailleur, donc ce n'était pas un dérapage de l'orateur, et elle est largement explicitée en disant que ces dirigeants qui nous parlent d'indépendance, parce qu'ils ne vivent pas au milieu du peuple algérien, ils sont à la vie, ils ne savent pas ce que c'est, et c'est pour ça qu'ils parlent d'indépendance. Et Msali, donc, voilà comment il parle des ulama. Ils avaient été amenés, c'est dans ses mémoires, hein, ils avaient été amenés à accepter le rattachement de l'Algérie à la France. Ils étaient devenus des jouets entre les mains des élus, du gouvernement et du Parti communiste français. En fait, les ulama étaient très courtisés et utilisés par les uns et les autres. Cela les a flattés et perdus. Donc ça, c'est ce que note Msali dans ses mémoires. Et c'est les mêmes ulama d'ailleurs qui l'empêcheront de parler à Constantine, et en particulier Bachir Ibrahimi, qui tenait la ville, il n'y aura pas de meeting de Msali à Constantine, alors qu'il a sillonné toute la Kabylie et l'Algérois. Constantine restera ville fermée aux indépendantistes parce qu'elle était sous contrôle des ulama. Alors, la première attaque, donc, c'est Amrouz Gan qui attaque, qui ouvre le balai, et il dit je trouve ça suspect quand on trouve des critiques élogieux de ce roman chez les partisans de l'Afrique du Nord latine et des colonialistes. Tout ça, c'est pas clair. C'est cet argument que reprendra Mohamed Chérif Sahli, mais de manière beaucoup plus violente, avec son titre, avec son article dont le titre à lui seul donne le ton, La colline du reniement. Donc il considère que La colline oubliée, qui inscrit une chronique de vie pendant la Seconde Guerre mondiale dans un village kabyle, sans le transfigurer, vous pouvez le lire aujourd'hui, La colline oubliée, eh ben c'est un reniement. Je ne vois vraiment pas, c'est incroyable. Faire dire aux mots exactement le contraire de ce qu'ils disent. Alors qu'on invite précisément Namri à se renier, on lui reproche de ne pas s'être renié en qualifiant son roman de colline du reniement. Et cet article est annoncé à la une par Ahmed Taleb, qui se fait évidemment un plaisir de le publier. Et pourquoi cet article Sahli dit la nécessité de cette mise au point s'est imposée à nous lorsque nous avons constaté la confusion jetée dans les esprits par des erreurs accréditées par une propagande tapageuse au sujet d'une œuvre récemment publiée, La colline oubliée de M. Mouloud Mamri. Et donc cet article fait suite à la critique d'Amrouz Gan, qui disait que l'ennemi voulait se servir de la célébrité du roman kabyle comme d'une arme empoisonnée contre les peuples d'Afrique du Nord. Et Amrouz Gan parle de la naïveté de ceux qui se laissent berner par l'image de l'art pour l'art. Et Sahli renchérit sur ce même thème en disant que la théorie de l'art pour l'art est odieuse dans ces moments historiques. Et il dit une œuvre signée par un Algérien ne peut nous intéresser que du seul point de vue, quelle cause certaine. Alors c'est très à la mode ce point de vue, c'est ce qu'on appelle le réalisme socialiste qui était très en vogue dans les milieux marxistes de l'époque, c'est-à-dire que c'est la réalité économique qui détermine tout. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas la réalité économique qui l'intéresse, c'est la réalité politique, et en l'occurrence, la publication de La colline oubliée. On verra par la suite ce que dira la cause qu'elle servira selon Mamri. Mais Sahli, qui est très habile, dit « Le colonialisme est si peu chevaleresque qu'il flétrit tout ce qui le loue. » Et il va encore plus loin lorsqu'il ajoute « Qu'y a-t-il donc de déshonorant dans La colline oubliée pour mériter les éloges de nos pires adversaires ?» Et là, ça fait une mouche. Alors, Sahli toujours poursuit, et il voit donc dans ce livre, le roman, je le cite, le roman du peuple kabyle, il est en gras, dont les affinités avec le peuple français. Alors, il cite un article de la Dépêche quotidienne. Sahli écrit
l'auteur de l'article de la Dépêche quotidienne voit dans ce livre le roman du peuple kabyle qu'il met en gras, dont les affinités avec le peuple français appellent, croit-il, à une collaboration fraternelle pour le plus grand bien du colonialisme. Alors, Sahli cite l'article de la Dépêche quotidienne. J'ai été voir, dans les journaux de l'époque, il n'y a ni peuple kabyle, ni colonialisme dans le texte. Donc pour démontrer ce qu'il veut, il fait dire aux journalistes ce qu'il n'a pas écrit. Évidemment, c'est facile. Donc, il le met en gras sur ce peuple kabyle. Le journaliste n'a pas parlé de peuple kabyle et n'a pas parlé de colonialisme. Voilà. Et Sahli qui recule devant rien, et il dit, il se fait l'écho d'une rumeur qui est propagée dans le PPA, qui disait que c'est pas Mouloud Maamri qui a écrit ce roman, et c'est trop bien écrit pour être le fait d'un indigène, et donc c'est le maréchal Juin qui l'aurait écrit, ou quelqu'un délégué par le maréchal Juin. Alors, c'est intéressant cette affaire du maréchal Juin, parce que le maréchal Juin a aidé effectivement un romancier algérien, mais qui n'est même pas kabyle et qui est encore moins Mouloud Maamri, et qui s'appelle Taïb Jumaï, mais ça, lui, il n'intéresse personne. Donc on a collé cette affaire-là sur Mamri. Donc on a dit, voilà, c'est le maréchal Juin qui a patronné la colline oubliée. Et Sahli conclut son article donc en disant, la rumeur place l'œuvre de Mamri sous la protection d'un maréchal qui s'y connaît fort bien en goumier, dit-il. Et Sahli, qui n'a pas lu le livre d'ailleurs, il dit, il doit se démarquer donc de toutes ces critiques, et il écrit, s'il se tait, il autorisera d'autres Algériens à tirer de son silence toutes les conclusions qu'il implique et à montrer en quoi la colline oubliée est la colline du reniement, digne de l'oubli et du mépris d'un peuple vaillant et fier, un peuple qui, n'ayant ni fleurs ni argent à lui offrir, lui conférera sans appel l'indignité nationale. Alors, on est en 1953, c'est au janvier 1953 que paraît l'article de Sahli. Il faut savoir qu'on est au lendemain donc, des années 45, il ne connaît pas très loin des procès de Pétain et des collaborateurs. L'indignité nationale, c'était une peine symbolique qui a été inventée pour condamner, pour frapper les collaborateurs du régime nazi. Donc voilà, Mamri est assimilé à un collaborateur du régime nazi. Donc je passe très rapidement. Alors vous voyez, Sahli donc, ne lit pas le livre et il se base sur ce qu'il fait dire, qui n'est pas tout à fait exact, à la Dépêche quotidienne pour attaquer le roman de Mamri répond, mais il répond d'une manière un peu, on le sent un peu gêné, parce qu'il est extrêmement isolé. Et en particulier, il ne dira pas que ces attaques sont dues au caractère amazir, au fait que l'amazirité a une place importante dans ce roman. Il dira que c'est l'envie, c'est parce que c'est de la jalousie, etc. Il bottera en touche. Et même beaucoup plus tard, en 1968, quand Dembélé l'interroge là-dessus, il dira c'est la nouveauté du phénomène littéraire, c'est pour ça qu'il y a eu ces dérapages, etc. etc. Alors, quant au maréchal Juin, Mamri oppose un démenti catégorique en disant qu'il n'a jamais connu, qu'il n'a eu de rapport avec lui ni direct ni indirect, et que donc tout ça c'était de la fumisterie. Quant à la cause que servait ce roman, et Mamri dit voilà, maintenant que vous êtes rassurés sur ces patronages faux que vous m'attribuez, vous devriez vous dire heureux qu'un écrivain algérien ait fait un roman algérien sur des réalités algériennes, un roman qui, comme tel, ne peut servir que la cause algérienne. Il faut dire d'ailleurs que dans le roman de Mamri, il parle tout de même des maquisards de 45, soit dit en passant, même si l'on parle en termes un peu voilés, mais quand même, pour 1952, c'était pas mal. Et on n'a pas d'autres exemples de ce type. Alors, Mamri d'ailleurs, dont le roman est récompensé par un prix qui venait d'être créé sous le patronage de Gide, pas du maréchal Juin, André Gide, qui est prix Nobel de littérature. Il y a un prix qui a été créé, qui est le prix des 4 jurys. Pourquoi 4 jurys? Parce que
il regroupe des membres des principaux jurys de la littérature française, savoir le prix Goncourt, le prix Renaudot, Interallié et Féminin. Et c'est Mamry qui a eu le prix, alors j'ai oublié malheureusement le nom du roman avec qui il était finaliste, c'est quelqu'un qui aura plus tard d'ailleurs le prix Goncourt. Hein. Et c'est le roman La Colline oubliée qui a été choisi par sauf que le prix devait être décerné par le patron de l'Écho d'Alger, parce que c'est lui qui a avancé les sous, le patron de l'Écho d'Alger, et que la remise de prix devait se faire au gouverneur, au roi général. Donc Mamry refuse. Il refuse le prix et il boycotte la réception. D'ailleurs, dans le petit livre que j'ai publié, vous allez voir des photos de la remise de prix où il n'y a pas de lauréat. Voilà, le prix a permis, on ne le voit pas. Mais le jeune musulman, qui est tout occupé aux manipulations, va continuer sa campagne de dénigrement. Il ne dira surtout pas que Mamry a refusé ce prix. Parce qu'évidemment, ça ne colle pas avec l'image vendue au colonialisme. Voilà, un prix qui est réputé, patronné par Gide, etc., cautionné par les 4 plus grands jurys littéraires de France. Et cet écrivain qui ressemble, qui refuse ce prix, ça ne colle pas avec le profil qu'on en donne. Donc, pas un mot là-dessus, au contraire, on remet le couvert et on continue l'attaque. On continue l'attaque avec Sahli, avec Ouzgan, bon, décidément, l'Achraf, pardon. Sahli Ouzgan s'est passé avec l'Achraf. Et l'Achraf, lui, il y a un très long article, plus d'une double page du jeune musulman, sous le titre La Colline oubliée ou les consciences anachroniques. Alors, l'Achraf, lui, lit le livre, contrairement à Ouzgan et Sahli, il rentre dans le détail des livres, mais tout en reprenant quand même les mêmes reproches. Il considère aussi qu'il y a du reniement dans le roman et que ça le fait hurler. La Colline oubliée le fait hurler parce qu'il ne reconnaît pas la réalité travestie de l'Algérie. Alors c'est intéressant de lire ça, puis de comparer avec la critique de Taha Hussein, qui était un Égyptien, qui n'est pas du tout aussi dépaysé que l'Achraf d'Algérien, par le roman La Colline oubliée. Et Taha Hussein nous dit que c'est l'un des meilleurs romans, c'est le meilleur roman, pas l'un des, le meilleur roman qui ait été écrit en français, pas seulement par un indigène, tout auteur confondu, ces dernières années. Et il salue la qualité du roman en termes très appuyés. Il fait une critique de 14 feuillets. Donc c'est pas un article d'un petit pareil par Taha Hussein, c'est pas n'importe qui. C'est lui, il est pour beaucoup dans le renouvellement, le renouveau de la culture arabe. Notamment, il sera ministre de l'Éducation nationale sous Nasser en particulier. Et Taha Hussein donc dit la seule reproche que je ferais à ce roman, c'est le titre qui est pas bon, La Colline oubliée. Il aurait dû l'appeler La fiancée du soir. À Asie, c'était ça. Donc c'est la seule réserve qu'il fait à ce roman, qu'il dit être d'une qualité littéraire sans égale parmi tous les romans qui venaient d'être publiés. Alors l'Achraf, qu'est-ce qu'il dit? Lui conteste la qualité. Et le roman, ça ne peut pas marcher. C'est une littérature régionaliste et qui soustrait cette région à la patrie algérienne. Alors c'est intéressant parce que j'ai retrouvé exactement la même réaction sous la plume de Fethi Dib, qui est le chef des services égyptiens, à propos de la plateforme de la Souma. C'est ce que Fethi Dib dira quand on lui apportera la plateforme de la Souma, ce qui est les résolutions qui contient donc les résolutions du premier congrès du FLN qui s'est tenu donc sur le sol de l'Algérie combattante. D'ailleurs, c'est le seul congrès du FLN tenu sur le sol d'Algérie avant 1962. Et Fredib dit, c'est ce qu'il dira à l'Amine de Paris, ce texte soustrait l'Algérie à la nation arabe. Parce qu'il conteste l'islam en disant que ça n'est pas une lutte pour une religion, mais une lutte pour l'indépendance et pour l'instauration d'une république sociale et démocratique. Donc pour Fetridib, ça c'est insupportable. Et ça fait penser un peu donc, à cette critique de l'Achraf,
qui dit que le roman La colline oubliée donc soustrait la Kabylie à la nation algérienne. Alors Lachenolf se considère comme le spécialiste du concept de la nation. Il a écrit un livre, un essai qui a fait date, qui s'appelle Algérie, Nation et Société, qui publiera en 1965. Et après, Lachenolf se lance dans de grands développements en disant que tout ça, c'est une histoire éteinte, c'est une histoire de berbérité, tout ne fallait pas s'y attarder, donc d'où une petite conscience anachronique, mais que les Kabyles avaient un rôle important à jouer, c'est en se mettant au service de l'arabisme et de l'islam. Et il dit que les meilleurs professeurs d'arabe, ceux qui apprennent la pureté de la langue arabe au Bnei Hillel, au Fus Bnei Hillel, dit-il, ce sont des maîtres kabyles. Et il dit aussi, parmi ici des Alaouis, des tribus kabyles, c'est les meilleurs spécialistes du Coran. Donc voilà, et il dit, cela dit, en faisant ça, en s'inscrivant dans cette perspective, ils ne font que suivre les traces de leurs ancêtres et les princes salahadites qui ont arabisé l'Afrique du Nord. Et il cite Bentadis, qui se dit lui-même descendant de la tribu des Salahadites, et qui voilà l'exemple qu'il devait prendre au lieu de s'entêter à s'accrocher à une culture qui est morte et qui ne pèse pas, alors que l'arabe est appelé à jouer un rôle très important sur toute la rive sud de la Méditerranée, comme langue de communication et langue de civilisation, à l'instar du latin, qui joue le même rôle sur la rive nord de la Méditerranée. Il dit les Gaulois, les tribus, les Francs, etc. On opte pour le latin, ne sont pas oubliés, au contraire, ils sont inscrits dans un processus de développement important. Et en tout état de cause, il a dit, voilà, c'est comme ça, en gros, la société berbère est dominée, donc il faut accepter, se soumettre aux nécessités de l'histoire. Alors Lachenolf n'accepte pas de se soumettre aux nécessités de l'histoire, il appelle au soulèvement, au contraire, quand les armes coloniales françaises ont soumis l'Algérie et occupent les mosquées, qui transforment en église, etc. La nécessité de l'histoire n'existe pas. Il appelle au droit des peuples légitimes à la libération. Ces droits des peuples légitimes, évidemment, il les évite quand il s'agit de la majorité. Voilà, on peut entrer dans le détail de la critique de Lachenolf qui est très intéressante pour comprendre en fait que la philosophie de ce texte, c'est la politique culturelle de l'Algérie indépendante. Elle est complètement contenue dans ce texte publié en 1953 dans le Jeune musulman écrit par Lachenolf. On a tous les éléments de la politique qui allait être appliquée dans l'Algérie indépendante. Et donc je ne parlerai pas de la Souma parce qu'il était trop long. Je terminerai simplement pour dire que par ce mot de Mouloud Mamri, j'ai eu l'honneur d'interviewer pour Tafsouf. Et la première question que je lui avais posée, c'était en 82, c'est précisément ce roman de La colline oubliée. Et là, il a répondu pour la première fois en évoquant cette dimension berbère qui était à la racine de toute cette attaque. Et il l'a dit en berbère, d'ailleurs, l'interview était conduite en berbère intégralement, dans son intégralité. اللي كيون دقائق غرض الشكر إذا تسيموزن ويض نكث الفاروق الاستعمار et il a terminé en disant ceci. Ce n'était pas la division qu'il redoutait, il refusait le berbère. Voilà. زايوين والبيض كان فراغ الأثورة والكلام مازال عرضنا في العلم وراه في سكسين باش هذا شفنا سامي تساوي 5 دقائق 10 دقائق واستعفوا سنة نعدري سكسين كان
Ah ouais, pareil.